Un jour, deux frères ont une idée. Une série qui capture l'âme de toute une génération. Un phénomène planétaire né dans l'ombre des rejets, porté par deux inconnus obsédés par les films VHS des années 80. Mais sous ces apparences de saga gentillette, se cache une vérité plus sombre. Stranger Things n'est pas qu'un trip nostalgique. C'est une machine à disséquer nos peurs, nos traumatismes et une critique à peine voilée des expérimentations cachées de notre monde. Accrochez-vous, on va ouvrir la porte de l'Upside Down et découvrir comment cette série est devenue un miroir déformant de notre société, en explorant les coulisses de sa création, les secrets de son succès et les messages qu'elle envoie à notre époque. Car derrière les vélos et les suites à capuche, c'est une plongée dans les abîmes de l'âme humaine que nous proposent les frères Duffer. En 2015, Matt et Ross Duffer, deux jumeaux inconnus, frappent à toutes les portes d'Hollywood avec un pitch fou. Une histoire d'enfants disparus, de monstres venus d'une autre dimension et de gouvernements sournois. Les réseaux traditionnels les rejettent tous, trop risqués, trop centrés sur des enfants trop étranges. On leur suggère même de se concentrer uniquement sur l'enquête de l'adulte, le chef Hopper, et de laisser tomber les enfants. Mais les Duffer tiennent bon. Leur histoire, c'est avant tout celle d'une bande de copains, un hommage au récit d'enfance de Spielberg et au roman d'horreur de Stephen King. Mais Netflix, à l'affût de contenus audacieux, leur donne carte blanche, sans test, sans pilote, un pari de plusieurs millions sur l'intuition que la nostalgie des années 80 allait frapper un nerf sensible. Le projet, initialement nommé Montauk, d'après une ville réelle de Long Island associée à des expériences militaires secrètes, déménage dans l'Indiana fictif de Hawkins pour permettre plus de liberté créative. Leur secret ? Un montage vidéo bourré de références à Spielberg, King et Carpenter, pour faire ressentir l'atmosphère avant même d'écrire un épisode. Ils appellent cela leur Proof of Concept, une bande-annonce de ce que pourrait être la série sans avoir tourné une seule scène. Et c'est ainsi que, contre toute attente, Stranger Things est né. Mais la bataille ne faisait que commencer. Il fallait maintenant trouver les acteurs parfaits, créer une ambiance unique et surtout écrire des personnages auxquels le monde entier voudrait s'attacher. Les frères Duffer le savaient. Sans les bons enfants, la série ne fonctionnerait pas. Ils ont organisé des auditions où les jeunes acteurs devaient jouer des scènes de films de Stephen King, comme Stand By Me, pour capter cette authenticité à la fois naïve et mature. Et ils ont découvert des pépites. Millie Bobby Brown, une jeune actrice britannique presque inconnue, qui a su incarner une vulnérabilité et une puissance terrifiante avec juste un regard. Finn Wolfhard, un fan de cinéma d'horreur qui a immédiatement connecté avec l'univers des Duffer. Gaten Matarazzo, dont la chevelure afro et l'humour ont volé la vedette et dont la dysplasie cléidocrânienne a été intégrée à son personnage. Caleb MacLachlan et Noah Schnapp complétant cette bande de losers attachants. Mais le plus gros risque était de construire une série autour d'eux, sans savoir s'ils pourraient porter l'intrigue. Le pari a été gagnant. Leur chimie à l'écran est immédiate et leur amitié devient le cœur battant de la série. Les Duffer ont également insisté pour que les enfants jouent le plus possible ensemble en improvisant pour renforcer cette sensation de vraie camaraderie. Stranger Things ne s'en cache pas. C'est une imitation assumée des classiques des années 80. Mais la magie opère parce que la série va au-delà du copier-coller. Elle ne se contente pas de références en vrac, elle les fonde dans une mythologie originale. Elle réunit des ingrédients explosifs, une bande-son synthétique qui plante une ambiance immédiatement iconique. Les compositeurs ont utilisé des synthétiseurs vintage des années 80 pour créer une atmosphère à la fois nostalgique et angoissante. Le thème principal est instantanément reconnaissable et évoque à la fois l'aventure et le danger. Un casting d'enfants inconnus choisis pour leur authenticité, pas leur CV. Les adultes ne sont pas en reste. David Harbour et Winona Ryder apportent une profondeur incroyable, incarnant des parents brisés mais déterminés. Un vilain, Vecna,
qui puise directement dans nos cauchemars d'enfance. Mais Vecna n'est pas qu'un monstre, il est le reflet des traumatismes de ses victimes, une incarnation du mal qui naît de la souffrance. La série fonctionne parce qu'elle parle à l'enfant en nous, mais avec une maturité thématique d'un thriller psychologique pour adultes. Elle emprunte au cinéma de genre sans jamais se prendre au sérieux et nous fait passer du rire aux larmes en quelques secondes. Derrière les Démogorgons et les lumières clignotantes, Stranger Things pose des questions profondes sur notre monde. Le trauma et la résilience. Chaque personnage est hanté. La disparition de Will, l'enfance abusive d'Eleven, le deuil de Hopper, la dépression de Max. La série montre que la guérison n'est pas linéaire, mais qu'elle est possible grâce au soutien des autres. La scène de Max courant pour sa vie dans la saison 4 avec la chanson Running Up That Hill de Kate Bush est devenue un symbole de cette lutte contre la dépression et les traumatismes. La méfiance envers l'autorité. Le laboratoire de Hawkins symbolise les dérives d'un pouvoir scientifique et gouvernemental sans contrôle, prêt à sacrifier des vies pour le progrès. C'est une critique des expérimentations secrètes, de la surveillance de masse et de la manipulation des citoyens. La série nous rappelle que les plus grands dangers ne viennent pas toujours de l'étranger, mais parfois de nos propres institutions. L'acceptation de la différence. Les weirdos deviennent les héros. Eleven avec ses pouvoirs, Dustin avec sa maladie, Will avec sa sensibilité. Stranger Things fait l'éloge de ceux qui ne rentrent pas dans les cases. C'est un plaidoyer subtil pour l'inclusion et contre le harcèlement. Stranger Things utilise le surnaturel pour parler de nos peurs les plus réelles. La perte, l'exclusion, la manipulation par les puissants et la lutte pour préserver notre humanité dans un monde qui semble parfois devenir fou. Stranger Things a déclenché une ruée nostalgique mondiale. Vente de vinyles, renaissance de Donjons et Dragons, tendance vestimentaire années 80. La série a redonné vie à des classiques, comme la chanson de Kate Bush, qui a explosé les classements 37 ans après sa sortie. Mais elle a aussi ouvert la porte à un renouveau des séries d'horreur à caractère intimiste, centrées sur les personnages et leur développement émotionnel. Des séries comme The OA ou Dark lui doivent beaucoup. Pourtant, certains critiques lui reprochent de surfer trop sur la nostalgie au détriment de l'originalité pure, ou d'exploiter commercialement cet amour des années 80 via un merchandising massif, notamment du Coca-Cola aux collaborations Nike, en passant par les figurines et les jeux vidéo. Netflix a créé une véritable machine marketing autour de la série, avec des partenariats partout. C'est là que réside son paradoxe. C'est une série qui critique l'exploitation et la consommation de masse, tout en étant elle-même un produit de consommation massif. Les frères Duffer en sont conscients et ils essaient de garder un équilibre entre l'hommage et la création originale. Mais Stranger Things a changé la façon dont les plateformes voient le contenu nostalgique. Maintenant, tout le monde cherche à la prochaine série qui fera remonter les souvenirs d'enfance de millions de personnes. Avec un succès aussi colossal, les polémiques n'ont pas tardé à arriver. Par exemple, la saison 3 a été critiquée pour sa représentation stéréotypée de la Russie, réduite à des méchants de cartoon pendant la guerre froide. D'autres ont pointé du doigt le manque de diversité dans les personnages principaux, surtout au début. La série a aussi été accusée de tuer l'originalité, en poussant Hollywood à ne produire que des remakes et des hommages aux années 80. Et puis, il y a la question du fan service. À partir de la saison 3, certains ont estimé que la série commençait à sacrifier la cohérence narrative pour plaire aux fans, avec plus d'action, plus d'effets spéciaux, mais moins de profondeur. Les Duffer ont dû naviguer entre donner au public ce qu'il attendait et prendre des risques créatifs. Mais leur plus gros défi restera la saison 5, la dernière. Comment conclure une saga qui a grandi avec son public sans décevoir ? Comment dire au revoir à des personnages que des millions de gens considèrent comme des amis ? Les frères Duffer ont promis une fin émotionnelle, mais beaucoup de monde s'attendait à autre chose, tandis que d'autres ont au contraire trouvé cette fin de série bouleversante au point de finir en dépression post-Stranger Things. Stranger Things
c'est l'histoire de deux rêveurs qui ont transformé leur rejet en empire. Mais c'est surtout une série miroir. Elle nous montre que nos plus grands monstres ne viennent pas d'une autre dimension, mais de nos propres traumatismes, de nos peurs de l'autre et des abus de pouvoir. Elle réussit un équilibre fragile, être un hommage à l'enfance et une critique de ce qui la menace. Le vrai succès de Stranger Things n'est pas dans ses milliards de vues, mais dans sa capacité à nous faire regarder nos propres upside down en face, ensemble, avec une bande de copains à vélo. Alors que plusieurs spin-offs promettent d'être plus sombres que jamais, l'héritage de la série est déjà gravé dans la pop culture, comme un tatouage sur le poignet. Elle nous rappelle que même dans les ténèbres, il y a de la lumière, l'amitié, l'amour et le courage de se battre pour ce qui compte. Et si un jour vous vous sentez seul, effrayé par les monstres du monde moderne, souvenez-vous de la leçon de Hawkins. N'ayez pas peur d'être un weirdo, trouvez votre tribu et battez-vous pour eux. Parce que parfois, pour sauver le monde, il suffit de se lancer dans une partie de Donjons et Dragons.